Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions Médias, l'émission qui décrypte le monde médiatique dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet complexe, celui des algorithmes. C'est un mot qui a fait son entrée il y a quelques années dans notre quotidien, dans nos médias aussi. Et pourtant, sa définition et son concept nous échappent encore bien souvent. Dans cette émission, on va essayer de définir ce qu'est un algorithme, comment ça marche et puis quels dangers ils peuvent entraîner. On essaiera aussi de vous donner quelques clés de compréhension pour reprendre le pouvoir sur ces algorithmes. Et avec moi, sur ce plateau, 3 invités. Il y a Clara Simon qui est avec nous. Bonjour. Vous êtes project manager et stratège en communication chez Atelier Milky, qui est une agence de communication à Bruxelles. Ici, il y a Brieux Guffens, responsable des communications et de la publication chez Média Animation. C'est un centre de ressources en communication et aux éducations aux médias. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Jean Cardinal, qui est professeur à l'ULB, responsable du groupe de recherche en algorithmes. On va pouvoir parler de ces algorithmes. Bonjour. On va commencer cette émission par une définition qui pourrait peut-être simplifier les choses. On verra que ça n'est pas forcément le cas. Quand je cherche algorithme au dictionnaire, on me dit que c'est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Un algorithme peut être traduit grâce à un langage de programmation et un programme exécutable par un ordinateur. Bon, je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas si autour de la table c'est plus clair, mais on va se tourner vers le professeur en informatique à l'ULB. Donc, si on devait définir simplement ce qu'est un algorithme, on le ferait comment ? Alors, l'analogie classique pour définir ce que c'est qu'un algorithme, c'est celle de la recette de cuisine. D'accord ? Vous avez des ingrédients en entrée et puis vous appliquez une succession d'opérations simples pour obtenir le résultat qui devrait être toujours le même si les ingrédients sont bons et si vous avez bien suivi les instructions. Donc, c'est une procédure mécanique pour obtenir la réponse à un problème qui est a priori complexe en le découpant en instructions élémentaires. Alors il y a des mécanismes dans les algorithmes d'itération. On va répéter une opération tant qu'une condition n'est pas satisfaite jusqu'à obtenir quelque chose. Des mécanismes d'instruction conditionnelle. Vous avez peut-être vu des petits organigrammes. Vous avez une petite question et vous avez une flèche oui et une flèche non. Voilà, ça c'est la condition. Si quelque chose est vrai, alors on fait une chose, sinon on en fait une autre. Et c'est l'assemblage de ces instructions élémentaires qui va conduire donc à cette recette qui va permettre de, on l'espère, calculer correctement un résultat qui est bien spécifié. Alors ça, c'est effectivement la définition classique de l'algorithme et qu'on peut, on peut l'énoncer, on peut le dessiner, cet algorithme. Il y a plein de moyens de communiquer un algorithme. Et puis, il y a effectivement l'étape, c'est la fin de la définition de traduction vers un programme. Donc, c'est la distinction entre la méthode abstraite et puis la chose qui est la méthode qui est programmée dans un langage de programmation et qui va faire partie alors d'un logiciel ou d'un système. Alors, en tant que professeur d'informatique, on voit directement dans la définition qu'on part vers l'informatique. Mais les algorithmes ne sont pas forcément du milieu numérique, du milieu de l'informatique. Alors c'est tout à fait vrai. C'est une notion qui est en fait beaucoup plus ancienne. En fait, l'étymologie, c'est intéressant de se pencher sur l'évolution du sens de ce mot. L'étymologie du mot algorithme, en fait, est arabe. Ça vient du nom d'un savant arabe qui a travaillé, qui est mort à Bagdad. Il a travaillé dans l'actuel Ouzbékistan autour de l'an 800. Al-Khwarizmi, donc mathématicien, astronome, a écrit donc des traités pour résoudre des problèmes, notamment mathématiques, des problèmes pratiques à l'époque, avec des textes, des histoires d'héritage, de partage, de comptage, de mesure de terrain. Et ces travaux ont été traduits au cours du tout début du Moyen-Âge en Europe, ont été traduits en latin, et son nom a été traduit en algorithmus, qui a donné le mot algorithme maintenant. Donc, vous voyez, c'est très ancien. Et la notion même d'algorithme est encore plus ancienne, puisqu'on considère que un des tout premiers algorithmes qui est encore étudié actuellement, c'est l'algorithme d'Euclide, qu'on trouve dans les éléments d'Euclide, qui est un des tout anciens traités de géométrie qui a été utilisé pendant des millénaires pour l'enseignement de la géométrie. En 300 avant Jésus-Christ, Euclide avait décrit un algorithme qui permet de trouver le plus grand commun diviseur à 2 nombres. Voilà, donc là, il y a vraiment Et donc, il y a eu des glissements de sens, des changements de sens, et ça a été associé de manière assez univoque à l'informatique à partir des années 30, des travaux de pionniers comme Alan Turing qui ont défini mathématiquement ce que c'était qu'une procédure effective pour calculer quelque chose et la calculabilité. Et là, à partir de ce moment-là, les algorithmes, pour la plus grande partie, ont été exécutés par des ordinateurs.
Alors, on voit qu'il y a eu un glissement effectivement sémantique. Brieux, quand on parle d'algorithme, aujourd'hui, on se rend compte quand même que c'est un petit peu un terme fourre-tout. C'est-à-dire qu'on utilise le mot algorithme pour recouvrir en fait beaucoup de catégories de choses algorithmiques, justement. Ben oui, donc nous, on travaille dans une structure d'éducation aux médias. Donc on est confronté évidemment aux questions que se posent monsieur et madame tout le monde, auxquelles se posent aussi les pédagogues. Et notamment, évidemment, quand est apparue il y a quelques années cette question de l'algorithme, c'était finalement assez difficile de donner à voir ce que c'était, puisque c'est impalpable. Surtout à notre époque, on utilise des applications qui sont complètement opaques, qui sont, dont l'utilisation est fermée. On n'a pas une capacité de paramétrage. Alors ce qui est vrai, c'est que aussi c'est devenu un petit peu un croque-mitaine géant, c'est-à-dire quelque chose qui, comme tu le disais, est tout à fait banal et dans l'âme de l'informatique. Je ne sais pas si l'informatique a une âme, mais en tout cas dans son fonctionnement, dans son ventre, quoi, dans son cœur, dans son ventre, dans tout ce qu'on opère, l'algorithme est là. Et puis tout d'un coup, c'est devenu quelque chose, effectivement, qui fait peur, et qui a été mis en évidence, évidemment, dans des questions comme le rapport à l'information, le rapport à l'influence que ça peut avoir sur notre manière de voir le monde. Et donc c'est retrouver un petit peu le monde éducatif face à un espèce de grand défi, sans être informaticien, de pouvoir appréhender quelque chose qui se passe sous une machinerie qu'on utilise tout le temps, qui est très séduisante, qui est très confortable et très pratique, et de voir en fait, d'identifier quel est le problème au fond. Peut-être qu'on y viendra, mais ça n'a pas été si évident de voir quel était le problème que ces algorithmes pourraient poser. On parlera effectivement parce que les algorithmes sont beaucoup accusés de beaucoup de dangers, donc on reviendra là-dessus. Mais pour donner un exemple très concret et qui est utilisé de manière quotidienne, certains algorithmes, on scrolle sans même s'en rendre compte, notamment sur les réseaux sociaux. Clara, c'est vrai que dans une agence de communication, il faut parfois expliquer ce qu'est un algorithme à ses clients. On a quoi comme genre de réaction ? Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas forcément compte qu'on peut jouer avec cet algorithme aussi pour pouvoir avoir une meilleure visibilité. Nous, le but à l'agence, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment fonctionnent les algorithmes, Le problème avec les algorithmes, c'est qu'on ne sait pas forcément comment ils fonctionnent, ce qu'ils vont mettre en avant, ce qu'ils vont mettre moins en avant. Et donc nous, on essaie vraiment de mettre en place des stratégies, de voir ce qui fonctionne ou pas, pour après pouvoir conseiller nos clients sur la meilleure manière de se présenter sur les réseaux sociaux et avoir vraiment une présence digitale optimale. Et quand on parle d'algorithme, c'est flou ? C'est très flou. On ne va pas leur dire, OK, l'algorithme, il veut ça, l'algorithme, il veut ça. On va leur dire plutôt, OK, pour pouvoir avoir une meilleure visibilité, il va falloir faire ça, 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 ça. C'est des petits trucs et astuces. Maintenant, évidemment, on essaie d'en découvrir toujours un petit peu plus. C'est aussi ça notre but, de pouvoir les aider, les guider. Mais c'est vrai que ça reste compliqué à expliquer aussi, quoi. Est-ce qu'on peut donner il y a les réseaux sociaux, effectivement, dans notre quotidien, mais un exemple d'algorithme qui ne soit peut-être pas informatique, mais qu'on utilise tous les jours ? Alors, un exemple d'algorithme qu'on a appris tous, je pense, très jeunes, c'est l'algorithme de multiplication de deux nombres à l'école primaire. D'accord. Voilà, quand vous posez une multiplication, vous écrivez le nombre l'un sur l'autre et puis vous multipliez. Voilà, ça, c'est un exemple d'algorithme, là, pour le coup, très, très ancien et qui a vraiment trait avec ce dont je parlais avant. Un autre exemple d'algorithme, donc là, ce dont on vient de parler, ce sont des algorithmes de recommandation de contenu. Voilà, ce sont des algorithmes qui utilisent des techniques pour, alors souvent probabilistes, pour essayer d'identifier quelle est l'audience et présenter. Donc on est dans la prédiction, la recommandation, etc. Donc ça, et le glissement sémantique qui a opéré il y a quelque temps, associe maintenant beaucoup le mot algorithme à ce genre de système-là. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Alors dans d'autres familles d'algorithmes qu'on utilise au quotidien et auxquels peut-être on aurait moins à reprocher, c'est les algorithmes de plus court chemin, par exemple, quand vous utilisez votre GPS ou votre téléphone ou telle application pour aller de chez vous à votre travail, un lieu de rendez-vous. Eh bien, il y a un calcul qui a lieu, qui vous présente une route. Cet algorithme qui est derrière, la méthode fondamentale là, qui est derrière, elle est sensiblement la même que celle qui va diriger les paquets entre les routeurs sur les réseaux, sur Internet. Donc, quand vous faites une requête sur un moteur de recherche, votre information que vous introduisez est saucissonnée en petits paquets qui sont routés à travers le réseau et qui essayent de passer par le plus court chemin. Et les algorithmes, là, sont essentiellement les mêmes. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses différentes sous ce vocable-là. Et c'est vrai, je pense, dans le cadre ici de questions médias, ce qui, évidemment, va nous intéresser particulièrement, ou ce dont on parle déjà, ce sont ces algorithmes de recommandation et de prédiction, l'exploitation des données en fait, que les utilisateurs, plus ou moins volontairement,
laisse sur Internet à disposition des grandes plateformes de management de ces données et pour avoir du coup un contenu qui est ciblé. On arrive effectivement, on plonge dedans, hein, Brieux, on en parlait. Il y a beaucoup de dangers qui tournent autour de ces algorithmes, et c'est vrai qu'on les accuse de beaucoup de choses. Hein. On a tendance à dire que probablement ils prennent trop de données, il y a la personnalisation, et en fait il y a autant d'algorithmes qu'il y aurait de concepteurs. Alors ça serait quoi vraiment le danger? Est-ce que c'est le manque de transparence, de ne pas vraiment savoir de quoi on parle? Ben, un premier danger, c'est de ne pas connaître ces algorithmes, savoir qu'ils sont en action. Donc c'est bête, mais de savoir qu'ils existent et savoir qu'ils opèrent quelque chose, c'est-à-dire une sélection de contenu qui nous est proposé, ben, ça donne un peu une perspective sur notre expérience numérique où le hasard disparaît un peu. Ou alors une espèce de hasard qui n'en est plus vraiment, qui est un hasard conditionné soit par nos pratiques précédentes. Ben, on a vu qu'ils s'intéressaient à tel style musical ou tel type d'artiste ou tel type de produit, ou alors de personnes qui nous ressemblent. Donc il y a des choses qui se croisent aussi, des algorithmes qui s'inspirent du coup de la communauté pour dire les gens qui lui ressemblent, qui ont eu ce type d'activité en ligne, ont aimé ça, donc lui devrait aimer aussi. Et donc là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu problématique, puisque l'idée, c'est évidemment pour l'utilisateur ou l'utilisatrice, c'est de tenter qu'elle reste le plus longtemps possible là-dessus, sur sa plateforme. Bon, finalement, le lien et le problème qui se pose, c'est de savoir pourquoi cette mission est menée par l'algorithme. Pourquoi nous donner envie de rester le plus longtemps possible? Alors, si on était dans un monde idéal, on pourrait dire ces algorithmes nous mènent uniquement au meilleur contenu, au plus percutant, au plus intéressant, au mieux vérifié, au plus éthique. Sauf que dans les faits, c'est pas tellement une surprise. Les grandes plateformes qui gèrent les réseaux numériques qu'on utilise au quotidien, elles fonctionnent un peu comme des espèces d'énormes agences de publicité. Et le but de ces algorithmes étant évidemment de tenir des utilisateurs et des utilisatrices et de les mettre en dialogue avec des annonceurs et des marques. Donc voilà, le business généré autour de ça est évidemment colossal, et probablement que c'est là qu'un des gros problèmes vient se poser, et d'autres problèmes vont en découler évidemment. Puisqu'à partir du moment où c'est l'envie de garder l'attention, l'envie de lier un business autour de notre utilisation, la question justement éthique ou qualitative peut se retrouver un peu évacuée, quoi. Clara, quand on promeut du contenu sur Instagram, par exemple, prenons une plateforme qui est bien connue, est-ce qu'on sait comment ça marche concrètement? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cet algorithme de recommandation, ce scroll, comme on l'appelle? En fait, l'algorithme va analyser le contenu qu'on va publier selon différents critères. Il y a notamment l'intérêt de la personne par rapport à un sujet. Donc il faut savoir que quand on est sur les réseaux sociaux, on reprend Instagram comme exemple, on a vraiment un profil qui va être créé, où l'algorithme saura quels sont mes intérêts, mes préférences par rapport à est-ce que je suis plus de mode, est-ce que je suis plus de food ou ce genre de choses. Et en fonction un peu des posts que je vais liker, des hashtags que je vais suivre, l'algorithme va me proposer aussi un contenu qui va être intéressant. Donc du coup, c'est aussi par rapport à ça. Donc nous, quand on est avec nos clients, on les conseille de pouvoir bien cibler quelles sont leurs audiences et savoir à qui ils veulent aussi s'adresser, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir jouer pour pouvoir faire passer l'information. C'est vrai. Cibler, c'est basé sur les données. Donc c'est un ciblage à base de données de nos consommateurs. Donc il y a énormément de statistiques qui sont disponibles sur Instagram notamment et sur les autres réseaux sociaux. Et c'est aussi l'intérêt de pouvoir les comprendre et de voir aussi ce qui se passe. C'est pour ça que on peut un petit peu voir qui compose notre audience, d'où vient cette audience, quelle langue elle parle, etc. Et c'est vraiment pour aider nos clients à avoir une meilleure visibilité. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, ne pas être présent de manière digitale, c'est compliqué aussi. Et on voit qu'il y a de plus en plus de petites entreprises qui sont peut-être même des commerces locaux qui ont cette envie de pouvoir être présents sur les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que le danger au niveau des algorithmes, c'est que vu qu'on a un algorithme de recommandation, on s'est un peu enfermé dans cette bulle où on n'a que des choses qui nous plaisent. Moi, je sais que ça m'a aidé, on va dire, à certains moments, parce que j'ai découvert plein de marques, même de comptes, de créateurs de contenu que j'adore maintenant, qui m'ont été proposés par l'algorithme. Donc, je trouve que ça a son avantage, entre guillemets. Après, c'est vrai que c'est dangereux du fait qu'on est vraiment enfermé dans cette bulle, d'où le fait aussi aller liker, faire des recherches qu'on n'irait pas faire forcément et passer un petit peu, essayer de contourner l'algorithme.
Brieux, c'est vrai que cette bulle, on appelle ça peut-être la bulle filtrante d'ailleurs, qui nous recommande que du contenu qui pourrait nous plaire, c'est aussi une problématique de ne pas savoir vraiment comment cet algorithme fonctionne en fait. On n'a pas les codes, et on va utiliser ce mot-là, on n'a pas les codes. Oui, on l'a déjà dit, c'est un des problèmes principaux, c'est-à-dire qu'une machinerie nous offre un contenu ou nous le propose et on ne sait pas comment il fonctionne. Donc maintenant, on a effectivement considéré, et c'est pas pour en minimiser l'impact, mais que ces bulles idéologiques, quelque part, qui font qu'on consomme du contenu qui nous plaît, qui va dans notre sens, on regarde nos idées politiques ou de nos goûts. Alors quand c'est de nos goûts, c'est pas trop grave peut-être. Quand c'est de nos idées politiques, ça peut se retrouver dans un espèce d'enfermement. À un moment donné, on y a un peu vu l'explication comme ça d'élections qui nous surprennent, de résultats complètement tombés du ciel, qui semblent tomber du ciel, en se disant il existe des bulles où des gens parlent politique, mais en fait on ne les voit pas puisque c'est pas nos amis sur Facebook ou autre, et donc on ne les voit pas. Alors, d'un point de vue éducatif, alors il y a évidemment là un gros enjeu. C'est problématique de se retrouver enfermé dans une certaine manière de voir le monde. Et en même temps, c'est aussi un petit peu oublier que... c'est un petit peu aussi prendre les citoyens et les citoyennes comme s'ils étaient totalement passifs ou comme s'ils n'avaient qu'une seule et même bulle. On voit ici dans des enquêtes qu'on a menées auprès des jeunes et de leurs pratiques numériques, qu'en fait, des bulles, il y en a plusieurs. Il y a celles qu'on développe sur Facebook avec les parents, les adultes, les vieux. Il y a celles avec les jeunes sur notre réseau social. Il y a limite celles dans le monde professionnel, voire scolaire. Enfin, donc, ces bulles s'entremêlent. Et puis, les personnes développent des stratégies pour un petit peu contrer la chose. Alors, peut-être, c'est pas suffisant. C'est là que les démarches éducatives doivent venir se glisser. C'est-à-dire des astuces, des manières peut-être de... faire avec, mais faire mieux avec. Il y a moyen d'en apprendre peut-être et de les développer. C'est pas évident, mais en tout cas, c'est à enrichir. Et c'est aussi s'appuyer sur ce que les gens font peut-être intuitivement. Comme tu dis, changer de compte. Ce sont des pratiques qu'on n'identifie peut-être pas comme des manières de biaiser l'algorithme, mais c'est changer de compte, avoir plusieurs comptes. Les jeunes ont exprimé dans l'enquête, faire ça beaucoup. Et donc voilà, il y a ça qui peut être enrichi en tout cas par des processus éducatifs. On va y revenir effectivement de comment est-ce qu'on peut nous jouer avec les algorithmes. Mais par contre, Jean Cardinal, ici l'algorithme dont on parle, c'est vraiment de recommandations. Mais en tant que tel, un algorithme, est-ce que c'est dangereux ? Alors, bon, ça dépend ce qu'on en fait. C'est comme toute technologie, ça peut être utilisé à plus ou moins bon escient, mais peut-être pour éclaircir un petit peu, parce que la question est revenue, on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors, c'est parfois difficile d'expliquer a posteriori pourquoi on a certaines recommandations. Le principe de cette famille d'algorithmes, c'est lié à la théorie de l'apprentissage, de la prédiction. C'est basé sur des modèles probabilistes. C'est des choses pour lesquelles il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas une bonne réponse. On n'est pas en train de calculer quelque chose qui va être la bonne réponse. Il y a des garanties on peut faire des maths dans des modèles, mais en fin de compte, il faut tester ces algorithmes sur le terrain et voir si effectivement les gens cliquent. Et donc le but, c'est effectivement de recueillir des données sur les utilisateurs. Ces données sont segmentées par type d'utilisateur. On l'a mentionné, ceux qui s'intéressent à ça, ceux qui sont plutôt comme ci, comme ça, suivant typiquement ce qu'on a fait. Quand c'est basé sur l'historique de nos navigations, sur une application, une plateforme ou sur d'autres, on parle de ciblage comportemental. Et alors, les annonceurs, il y a parfois même des systèmes d'enchères en ligne, en temps réel, sont prêts à payer pour que les personnes qui fassent partie de tel et tel segment d'utilisateurs voient ce contenu. Et donc, c'est un mécanisme d'apprentissage. On donne beaucoup de données comme ça, et puis on voit qui a cliqué, qui n'a pas cliqué. Et puis, il y a des mécanismes qui permettent de former d'une certaine manière un modèle des utilisateurs qui vont cliquer et du coup présenter le contenu uniquement à cela. Alors, est-ce que c'est dangereux ? Oui, c'est dangereux parce que si dans les données, on utilise des choses qui sont, par exemple, on utilise pour nourrir des algorithmes d'apprentissage des données qui comportent des biais, ou si les algorithmes révèlent des choses dans la population qui sont des biais dangereux ou qui font sortir des idées, des idéologies, des politiques qui peuvent être critiquables. Ça peut être évidemment utilisé à très mauvais escient lorsqu'on veut manipuler des élections, comme on l'a cité.
Brieux avait déjà amorcé la troisième thématique, et quand même de se dire que les algorithmes ne sont pas ces géants tout-puissants, un petit peu monstrueux, comme on pourrait le dire, et que l'utilisateur, ou en tout cas celui qui les utilise, peut jouer un rôle là-dessus. Alors sur les réseaux sociaux, Clara, il y a quand même des outils qui permettent presque d'alimenter cet algorithme, de jouer un jeu en tant qu'utilisateur. C'est quoi par exemple ces outils ? On peut notamment utiliser toutes les statistiques qu'on va pouvoir trouver sur les réseaux sociaux. Ça, il faut aussi avoir certains types de comptes. Ça dépend aussi ce qu'on veut faire avec la plateforme. On peut très bien avoir un compte privé, où dans ce cas-là, on est vraiment uniquement en termes de divertissement, où on ne cherche pas forcément à devoir communiquer à propos d'un business ou quoi que ce soit. Est-ce que le like, ça peut être une arme de se dire, moi je vais dire à l'algorithme que ça je l'aime bien, par exemple? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en fonction de la réaction qu'on va avoir aussi par rapport à certaines publications, ça va pouvoir indiquer à l'algorithme quel contenu on aime encore plus. Par exemple, la différence entre le like et l'enregistrement, je parle toujours d'Instagram évidemment, peut être aussi différente. Avec un like, au final, il y a beaucoup de personnes qui likent, mais l'enregistrement prouve aussi qu'on a un intérêt encore plus important vers le contenu. Et donc, c'est vraiment pour indiquer à l'algorithme, OK, ça, j'aime vraiment bien, je vais peut-être le repartager, le réutiliser par après. Donc voilà, c'est vraiment aussi pour leur indiquer nos préférences. Même par rapport aux recherches, aussi par rapport aux hashtags. Sur Instagram, c'est énormément important et très utilisé au niveau des hashtags. On peut suivre certaines thématiques. Donc, les hashtags, ça sert vraiment à référencer du contenu. C'est des petits mots qui vont être associés avec le petit hashtag, du coup, avant. Et donc, voilà, on peut suivre aussi des hashtags qui vont nous donner du contenu par rapport à certaines thématiques. Si je suis intéressée à propos d'un voyage en Italie, je vais suivre le hashtag voyage en Italie, et dans ce cas-là, j'aurai vraiment du contenu qui sera en rapport avec ça et que les gens auront classé par eux-mêmes. Donc on a quand même un petit rôle à jouer. Alors quand on est concepteur d'un algorithme et qu'on doit faire du code et qu'on a une mission bien particulière, parce qu'on l'a dit, on a à chaque fois une mission particulière, est-ce qu'on a un rôle à jouer dans justement ce pouvoir qu'on pourrait rendre aux utilisateurs? Alors absolument, et d'ailleurs donc dans mon domaine de la recherche scientifique académique, il y a vraiment un grand mouvement lié à l'utilisation éthique de tout ce qui est intelligence artificielle, donc ces familles effectivement d'algorithmes dont le résultat n'est pas bien spécifié et qui sont en constante interaction avec nos comportements humains, etc. Il y a des grandes idées qui émergent sur essayer de formaliser le caractère éthique équitable d'un algorithme. Il y a des conférences qui s'organisent autour de la bonne utilisation de ces algorithmes. Il y a même des concepts mathématiques qui émergent et qui sont motivés par des questions d'équité, d'éthique de l'algorithme, d'activement aussi lutter contre les biais dans les données qui nourrissent ces algorithmes d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses. Alors à Bruxelles, on est sur une chaîne bruxelloise. Il y a l'Institut FARI qui regroupe les équipes de recherche en intelligence artificielle de l'ULB et de la VUB autour de ces questions-là, qui sert de point de contact pour ces questions-là. Alors, il y a donc une célèbre activiste américaine, Cathy O'Neill, avec d'autres qui ont fondé aux États-Unis la Algorithmic Justice League. Donc là, bon, ça c'est un mouvement plutôt citoyen des il y a des choses qui se mettent en place. Mais il y a vraiment pas mal de choses qui se mettent en place. Et puis il y a aussi les réponses politiques. On n'a pas parlé du RGPD, mais on est en Europe, on a quand même. On est conscientisé par rapport au fait que chaque fois qu'on accède à une plateforme, on doit donner son consentement actif pour donner nos données distribuées et que nos données soient utilisées, ce qui n'est pas le cas partout. Brieux, en quelques mots, pour terminer, on a parlé du rôle éducatif. Est-ce que finalement, le moyen de prendre le contrôle, de reprendre un peu ce pouvoir informatique, ça ne serait pas tout simplement de s'informer, de comprendre comment ça marche ? Oui, tout à fait. Je pense en tout cas il faut se resituer soit en tant que personne, en tant qu'utilisateur, utilisatrice face à ça. C'est une machinerie informatique. Ça semble un petit peu... on peut se sentir démuni face à ça. Et je pense qu'il faut, en identifiant, comme vous dites, en situant l'action, se resituer soi-même par rapport à ce qu'on fait. Et ça, c'est probablement le truc le plus important dans la question éducative. Et ça peut découler sur plein d'autres choses, c'est-à-dire, comme on l'a dit, on a des actes qui ont des conséquences. Déjà là, il y a moyen de situer ça. En quoi est-ce que je pourrais mesurer mes actes ? C'est toujours un exemple qui est intéressant, mais voilà, nos likes ne sont pas anodins. La manière dont on agit et on interagit a des conséquences, donc, puisqu'elles sont collectées.
Un média américain, le Washington Post, il y a 1 an et demi, je pense, avait dénoncé le fait que en fait, c'est parmi ce petit panel d'émojis qu'on peut mettre sous un article sur Facebook, elles n'ont pas la même valeur. L'algorithme les interprète octroie des points finalement. Elle avait démontré par exemple que les contenus clivants, donc où on met un petit bonhomme en colère, ça vaut plus de points que notre bête petit like. Donc quelque part, quelque chose d'un peu absurde qui est que quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, très bizarrement, on le booste dans le fil d'actu. Alors ça a évidemment révélé que c'était souvent les contenus problématiques en fait du coup qui remontaient avec peut-être des propos extrêmes, des contenus violents, des choses qui choquent. Et donc voilà, là, se posent des questions démocratiques. Donc on a une posture, on a des actes qu'on peut faire dans la plateforme, elles ont un impact, on peut les mesurer. Il y a autre chose qu'on peut sortir de ça, même si on ne peut pas aller trifouiller dans l'algorithme. C'est aussi encourager la prise de position active dans ce qu'on recherche. Et une autre statistique assez évocatrice, c'est le fait que sur YouTube, par exemple, 70% des vidéos qu'on regarde sont le fruit d'une recommandation. Donc il n'y a que dans 30% des cas qu'on a fait la démarche nous-mêmes d'aller demander un contenu. Donc là, c'est aussi resituer le citoyen ou la citoyenne à se dire, en fait, je me laisse, le zapping n'existe même pas, en fait, on me le propose, mais si je reprends la main, moi, sur ce que je recherche, je vais vers d'autres contenus. Et donc c'est un peu ce complément entre l'acte concret et puis une posture. Il y aurait encore d'autres choses à évoquer. Je crois qu'on pourrait encore en parler pendant des heures, mais malheureusement, il va falloir s'arrêter. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous sur ce plateau. J'espère que c'est un petit peu plus clair et moins géant, monstrueux. En tout cas, quand on parle des algorithmes et qu'on voit ce mot, on a tendance à l'associer à beaucoup de choses mauvaises. On voit qu'on peut quand même faire des choses contre ces algorithmes ou avec ces algorithmes. Merci à tous d'avoir été avec nous et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera pour un nouveau numéro de Questions Médias très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée sur BXA.